Démarrer tout de suite nos tables rondes thématiques, transport de voyageurs, de marchandises et infrastructures et production d'énergie. Ces tables rondes visent à introduire les sujets qui seront détaillés, travaillés et analysés lors des ateliers de l'après-midi. Avec nous ce matin, Marine Bernard, chargée de mission à la Fédération nationale du transport de voyageurs Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus connu sous le nom, l'acronyme de FNTV, c'est ça. Jean-Paul Mizzi, bonjour. Vous êtes le vice-président et directeur du campus Méditerranée au sein de l'université Gustave Eiffel. Et Claude Fauché, bonjour Monsieur Fauché. Vous êtes le directeur général délégué mobilité durable, infrastructure, voirie à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Et je vous demande à tous les trois de bien parler près du micro pour que tout le monde vous entende. Alors, tous les trois, dans le cadre de vos activités respectives, vous avez activé ces dernières années différents leviers pour optimiser les déplacements. Qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré, accéléré, justement dans le cadre de cette planification écologique? Monsieur Mizzi, c'est à vous. Ça marche. 1, 2, oui, ça y est, vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors bon, nous on est un petit peu, je dirais quelque chose d'un peu ésotérique dans la mise en œuvre, puisqu'on est une université, donc notre objet c'est de travailler sur à la fois la production de la connaissance et le développement des compétences pour pouvoir servir un certain nombre de choses. Mais donc moi ce que je voulais partager avec vous, c'est le travail qu'on essaye de conduire pour éclairer la décision, puisque une des missions de l'université Gustave Eiffel, et c'est assez rare puisqu'on est la seule université dans ce cadre-là, c'est d'avoir une mission d'appui aux politiques publiques. Donc voilà, donc c'est dans ce rôle-là qu'on mène un certain nombre de recherches, de production de connaissances autour de ça. Donc les choses ont été rappelées ce matin. On voit très bien que le transport est toujours le domaine dans lequel les émissions de gaz à effet de serre sont importantes et ne diminuent pas. On voit très bien que le taux de remplissage aussi des véhicules a diminué donc, au cours de ces dernières décennies. On voit que la mobilité individuelle a augmenté. Et donc par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut construire, ce qui a été dit par monsieur le vice-président de la région, comment on peut construire un système de mobilité qui soit attractif et désirable, et en ayant, et j'ai retenu ce mot-là, en ayant l'équité comme boussole de ce domaine. Et donc quand on regarde la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que quand on regarde le domaine, quand on regarde les 5 leviers de la stratégie bas carbone, et donc notamment le domaine de la demande de transport, le territoire régional est quand même avec ces métropoles, et notamment la métropole Aix-Marseille, mais aussi la métropole de Toulon, comme vous l'avez signalé, et à moindre mesure la métropole de Nice. Il y a les recherches qui ont été faites avec notamment la Caisse des dépôts et de consignation ont montré que c'est des territoires à dynamique partagée. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est voir comment on peut travailler sur cette demande de transport et dans le réseau des villes moyennes qui se trouvent dans la zone d'attractivité des métropoles. Donc la première action, c'est de travailler non pas en doigt de gant par rapport aux métropoles, centres, mais essayer de travailler dans un réseau beaucoup plus large. Donc ça, c'est le premier point, les premiers éléments qui peuvent amener à ça. Après, bon, sur le report modal, je n'y reviens pas, c'est un axe. Il y a les transports en commun, bien sûr, il y a le vélo, bien sûr, il y a la marche aussi. Je voudrais peut-être vous faire deux focus sur 2 points
qu'on a essayé de travailler, qui nous semble important, c'est que, et on le voit très bien sur les cartes de mobilité, c'est notamment, alors on s'intéresse beaucoup au transport du quotidien de proximité, mais moi j'évoquerai quand même, et on le voit très bien sur la région ici, ce qu'on peut qualifier les transports longs de mobilité du quotidien. Et notamment les transports qui sont au-delà de 25, 30, 40 km tous les jours. Et donc, du coup, il y a un premier travail aussi à faire autour de ça. Et donc, comme ça a été évoqué par la directrice adjointe de la DREAL, la route peut avoir son rôle là-dedans en complément du ferroviaire. Donc voilà, donc faut pas opposer, mais il y a peut-être toute une offre de services à construire sur les axes structurants, et on voit très bien dans la frange entre le département du Var et le département des Bouches-du-Rhône, entre l'arrière-pays niçois, les zones d'attractivité autour de l'étang de Berre, etc. Donc on a toutes ces dimensions-là, et je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées sur ce champ-là. Donc ça, c'est le premier élément. Il ne faut pas oublier que ces transports longs du quotidien sont en augmentation et ils représentent plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre, à la différence des transports de proximité du quotidien. Donc voilà, donc c'est un véritable enjeu, il me semble, à traiter. C'est un levier d'action voilà, pour vous. C'est un levier d'action. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais partager ça avec vous, c'est aujourd'hui, on est dans un modèle de mobilité avec un usage de la voiture et qui semble être un petit peu une projection de l'usage actuel du véhicule thermique. Et donc je pense que là, il faut qu'on soit en rupture aussi par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez problématique de voir qu'un quart du poids d'une voiture légère est constitué de batteries. Donc le problème de l'électricité, c'est le stockage, on le sait tous. Et donc du coup, il faut travailler sur d'autres alternatives pour éviter d'être dans un système où on emporte de l'autonomie et peut-être de voir si on ne peut pas la distribuer, de voir comment la route... En roulant voilà. Comment ? En roulant ? Voilà, peut faire ça. Et donc là, nous, on a travaillé avec le ministère des Transports sur toute une réflexion autour de comment la route peut apporter d'autres services, comme ça a été évoqué, qui n'existaient pas aujourd'hui et qui pourraient permettre de pouvoir, à la fois pour le transport de voyageurs et le transport de marchandises, parce que là aussi, on peut aussi mutualiser les choses, de voir comment on peut utiliser ces outils-là dans le cas des cars ou des cars express, par exemple, pour le transport de voyageurs, utiliser la route comme étant un fournisseur d'énergie. Et donc, c'est les travaux que l'on mène, qui ont été proposés et soutenus par l'État français, mais également à l'échelle européenne. Il y a l'Allemagne, il y a la Suède, il y a un certain nombre de pays qui sont en train de réfléchir là-dessus. C'est sur ce qu'on appelle la route électrique. Et donc, on voit très bien qu'on peut diminuer drastiquement la charge morte de batterie dans les véhicules, et du coup, qui nous permettent de pouvoir, puisque notre objectif, c'est la neutralité carbone, de pouvoir arriver beaucoup plus rapidement à cette neutralité carbone globale. Est-ce que c'est une voie que vous explorez, Monsieur Fauché, à la métropole ? Puisque la route, pour vous, c'est déjà un champ, c'est plus qu'un champ d'études, hein, c'est un champ de mise en pratique, d'expérimentation. Oui, bonjour à tous. La route est un sujet important, puisque, comme vous l'avez dit, je suis non seulement en charge des mobilités durables, mais je suis aussi en charge des infrastructures et de la voirie, et donc des routes sur les 23 communes pour lesquelles la métropole a la compétence voirie, ainsi que l'ensemble des zones d'activité économique et autres zones d'aménagement de compétences métropolitaines. Donc, je crois qu'il ne faut pas chercher à opposer les modes. Chacun a sa zone de pertinence
Et dans un pays démocratique comme nous sommes, dans lequel nos libertés sont régies par la Constitution, on en parlait tout à l'heure avec Le Tréal et avec Victor Alonso, nos concitoyens ont tous les matins de bonnes raisons de choisir tel ou tel mode de déplacement. Et c'est à nous de veiller à leur apporter les meilleurs services publics de mobilité, les meilleurs services de mobilité, pour que demain, ils fassent le choix de services de mobilité décarbonés plutôt que de continuer à faire le choix de l'autosolisme dans des véhicules qui fonctionnent avec des énergies fossiles. Je crois qu'on ne peut pas aller, à un moment donné, à l'encontre de la liberté de chacun de choisir son mode de déplacement. Et par rapport à cela, donc ici, sur ce territoire métropolitain où nous avions beaucoup de retard sur un certain nombre de sujets, moi, je peux vous dire que les choses changent et que les choses changent très vite. Au 1er janvier prochain, il y aura plus de kilomètres de tram en construction qu'il n'y en a en exploitation actuellement. Je dirais, nous ferons plus que doubler le réseau à horizon 2030 et vraisemblablement le doubler encore à horizon 2035 si l'ensemble des projets pour lesquels des engagements d'études de faisabilité ont été pris par l'exécutif métropolitain arrivent à leur terme. Donc clairement, les choses changent. Nous allons lancer d'ici une dizaine de jours le service Le Covoiturage de manière tout à fait officielle, un service par lequel nous allons encourager les conducteurs à briser leur bulle d'isolement et de confort, moyennant un accompagnement financier et qui sera donc le fait des passagers, mais sachant que pour nos abonnés de transport public, ce sera gratuit dans la limite des 30 premiers kilomètres. Et que vous prenez sur un trajet domicile-travail 4 salariés qui s'organiseraient pour voyager ensemble sur une distance de 25 à 30 kilomètres, eh bien, ils auront à la fin du mois, chacun en tant que conducteur qui aura pris sa voiture une semaine plutôt que 4 semaines dans le mois, aura à la fin du mois 90 € de bonification financière. Donc clairement, c'est un facteur qui va encourager le covoiturage. Nous soutenons la démarche de la région de développer des VR de plus, des voies réservées sur autoroute aux covoitureurs, en plus des VRTC, sachant que les VRTC que nous les créons par accroissement de capacité. Les VR de plus, ce sera par réduction de capacité pour les véhicules légers utilisés par une personne ou les autres véhicules. Donc clairement, il y a complémentarité. Et là aussi, dans le cadre, j'espère que dans les négociations du CPER, nous aboutirons à maintenir l'effort qui a été fait pour les VRTC et à doubler cet effort pour les VR de plus. Donc clairement, c'est à nous, et aux élus qui prennent les décisions, en tant que puissance publique, à veiller à proposer des services dont l'attractivité fera que les salariés des entreprises, des administrations, que vous et moi, qui utilisons les transports pour les loisirs, etc., fassions chaque jour, à chaque moment, plutôt que de prendre la clé de la voiture et de se déplacer avec la voiture, de faire le choix d'un mode de transport décarboné. Mode de transport décarboné, jamais nous n'avons autant investi dans les transports en site propre. J'ai parlé du tram, on travaille sur l'automatisation du métro. C'est un projet à 600 millions d'euros qui voit le jour. Et la première rame a fait ses premiers tours de roue cette semaine en soirée, conformément à ce que veut la réglementation. Nous avons des services de covoiturage. Le vélo assistance électrique qui est un succès colossal et pour lequel la présidente a pris l'engagement de doubler le service sous 18 mois à 2 ans. Jamais autant de choses ne sont passées sur ce territoire qu'ils ne sont passées. Et nous travaillons avec la région sur les services express régionaux métropolitains, avec la capacité pour la métropole à augmenter très rapidement l'offre de services routiers. Et c'est heureux que le projet de loi Zulesi, au cours de son examen au niveau de l'Assemblée nationale comme du Sénat, a vu accroître le périmètre des SERM aux services routiers et aux services également de nouvelles mobilités, aussi bien covoiturage que vélo, etc. Parce que très clairement, en matière ferroviaire, en gros, tout ce qui n'a pas été déjà décidé ne verra pas le jour avant 5 ans.
c'est les délais, on va dire, en matière ferroviaire, que ce soit pour le matériel, pour finalement le développement d'une offre de services importante, etc. L'horizon, c'est 4 à 5 ans. Bon, en matière routière, on a un horizon, j'allais dire, à 12 à 18 mois. On peut faire des choses très importantes à 12 à 18 mois. Bon, il y a les questions d'achat de matériel, c'est un peu plus long que par le passé. Avant, on était à 6 mois, aujourd'hui, on a 12 mois de délai de livraison. Et il y a les questions de formation des conducteurs pour lesquelles, aujourd'hui, on a des situations de déficit et qui demandent à se mobiliser. Mais en 12 à 18 mois, on est capable de faire un choc d'offres à l'échelle métropolitaine qui est prévu dans le PDM qui avait été adopté à l'unanimité par le Conseil métropolitain en décembre 2021 et qui prévoit le déploiement d'un réseau express métropolitain sur l'ensemble de la métropole. Nous travaillons sur le développement des PEM, pôles d'échange multimodaux, tant en articulation avec les gares, on a parlé de Miramas, on peut parler de plans de campagne, on a Aubagne, etc., que des PEM autoroutiers pour lesquels nous comptons sur l'État pour qu'ils figurent dans le plan d'investissement autoroutier qui est en train d'être signé avec les concessionnaires autoroutiers et avec la DIRMED pour la partie des autoroutes qui restera compétence de l'État compte tenu du non-transfert au département. Donc oui, les choses sont en train de changer. Oui, nous travaillons sur tous les outils possibles qui sont dans la caisse à outils et nous essayons de travailler intelligemment avec la région. Je vous rappelle qu'on a été le premier territoire à offrir le pass intégral qui permet de prendre aussi bien les services métropolitains que les services TER de la région et que l'on veut continuer à étendre cela, notamment pour les étudiants et les personnes âgées. Donc, les choses sont en train de changer. Jamais autant n'avait été investi, et merci à l'État, grâce au plan Marseille en grand qui nous apporte un accompagnement particulier à hauteur de 500 millions d'euros de subventions, 500 millions d'euros d'avances remboursables, enfin de prêts maintenant à taux bonifié, soit 1 milliard d'euros pour 15 projets prioritaires. Nous comptons d'ailleurs sur l'État pour engager un volet 2 au plan Marseille en grand mobilité, parce que le volet 1, c'est 2 milliards d'euros d'investissement sur les 7 qui étaient prévus dans le PDM, dont les 3 LNPCA qui aujourd'hui sont sécurisés en matière de financement, LNPCA 1, LNPCA 2, grâce aux efforts de la région, des autres collectivités locales et de l'État. Donc clairement, en matière de mobilité, jamais ce territoire n'avait connu autant d'investissements et d'évolution qu'il devrait en connaître au cours des 5 à 10 ans qui viennent. Donc oui, les choses sont en train de changer et oui, nous allons décarboner. Et je rappelle que si la loi nous faisait obligation en termes d'investissement d'être en 2025 à 50% d'acquisition de véhicules dits à faible émission, le choix avait été fait pour Marseille d'être sur des véhicules électriques, donc à 0 émission, et que dans le cas de la candidature sans ville climatiquement neutre, la ville et la métropole que nous avons portée auprès de l'Union européenne, nous étudions la capacité à être à 100% du stock, c'est-à-dire des véhicules qui circulent de transport public au niveau du réseau RTM de Marseille en full électrique. C'est 1 milliard d'euros d'investissement rien que pour ça. Encore faut-il que nous ayons la capacité financière à les réaliser, que les constructeurs, notamment européens, aient la capacité financière à répondre aux besoins. On a à peu près 300 millions d'euros d'investissement sur les dépôts. C'est engagé pour Saint-Pierre. On travaille sur Arin, qu'on aura Caplet ensuite, etc. Et on a 600 à 700 millions d'euros d'investissement sur les matériels, rien que pour Marseille. À l'échelle totale de la métropole, c'est plus d'1,5 milliard d'investissements, l'ensemble des investissements nécessaires à la transition énergétique. Je ne parle que de transition énergétique. Plus d'1,5 milliard d'investissements. Et là-dessus, un des enjeux pour nous, c'est premièrement les questions de stabilité réglementaire. Je rappelle que le GNV aujourd'hui n'est plus considéré comme une énergie propre. Donc il y a la question du bio-GNV, mais c'est compliqué. Et deuxièmement, il y a la question de l'accompagnement financier, parce que faire 1,5 milliard d'investissement dans les 5 à 10 ans qui viennent, rien que pour la transition énergétique, sans parler de tous les autres investissements, eh bien, ça demande de l'argent. Et c'est là où nous nous tournons vers l'État, puisque l'État a été capable de mobiliser 5 à 7 milliards d'euros pour l'abaissement du prix de l'essence pour les conducteurs en 2023. Combien est-il capable de mettre pour la transition énergétique des véhicules ? Dans certains pays étrangers, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, l'État accompagne les efforts d'investissement des AOM, qu'elles soient régionales ou locales. En France, aujourd'hui, nous n'avons pas un accompagnement suffisant de la part de l'État pour le mur d'investissement auquel nous avons à faire face
en matière de transition énergétique, au-delà du mur d'investissement que nous souhaitons mettre en place pour le choc d'offres que nous appelons tous de nos vœux, de manière à permettre tous les matins à chacun de prendre des transports publics décarbonés plutôt que de continuer à prendre sa voiture qui roule à l'énergie fossile. Merci, merci beaucoup, Monsieur Fauché. Alors justement, à propos de moyens technologiques, de moyens humains et de moyens financiers, pour les autocaristes que vous représentez, hein, et certains sont sous concession, ont des lignes à exploiter dans le cadre de la métropole. Qu'est-ce que ça représente comme investissement pour les autocaristes ? C'est lourd et humainement aussi. Oui, merci Nathalie. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc, du point de vue des entreprises de transport routier de voyageurs, on a plusieurs points de vigilance donc, qu'on voulait mettre en avant par rapport au choc d'offres annoncé. Vous en avez déjà parlé, notamment sur l'augmentation donc, des besoins en main-d'œuvre, surtout sur les postes de conducteurs qui sont déjà donc, qui font face à une crise sur le recrutement assez importante. Sur le seul aux entreprises de transport interurbain de voyageurs en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a déjà à peu près 500 besoins sur le dernier semestre 2023, sans parler donc des besoins aussi des réseaux urbains. Je crois que la RTM a annoncé un besoin de 300 conducteurs à l'horizon 2025, il me semble, suite à l'augmentation de l'offre. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, sur ce point-là, c'est important d'être vigilant et puis de travailler donc, communément entre différents acteurs, donc, que ce soit les acteurs de l'emploi, de la formation, mais aussi donc, du transport et des autorités organisatrices pour chercher des solutions d'action à mettre en œuvre pour répondre à ces besoins. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà, mais je pense que voilà, faut rester vigilant et surtout envisager de trouver des actions communes sur l'attractivité du métier, donc qui est du métier du transport routier. Je pense que sur marchandises, on est un petit peu sur les mêmes problématiques, mais que ce soit voyageurs ou marchandises, donc du métier de conducteur et aussi surtout tous les métiers liés à la maintenance des véhicules, parce que donc on en a parlé, donc on est sur des véhicules qui évolue de plus en plus. Il y a de plus en plus d'électronique à l'intérieur. Donc les métiers de la maintenance changent. On n'est plus sur de la maintenance classique, de la motorisation, etc. On est vraiment plus sur de la maintenance électrique. Donc il faut former aussi donc, ces salariés à des nouvelles compétences en électronique. Oui. Encore quelque chose à ajouter ? Oui, autre point de vigilance donc, sur donc, le choc d'offres annoncé appelle aussi donc, un investissement massif sur les véhicules. Donc, comme vous l'avez dit, les véhicules, voilà, aujourd'hui, on est sur des délais déjà très longs de réception. Vous avez parlé d'1 an, mais bon, sur certains, on est des fois même à 2 ans. Donc, voilà, là-dessus, il faut rester vigilant. Et puis, sur l'investissement important en termes d'économie pour les entreprises, on a pas mal d'appels d'offres qui sont sortis ces dernières années pour aider les entreprises à acquérir du matériel. Ces appels d'offres, ils sont quand même très complexes et l'enveloppe financière n'est pas assez conséquente pour accompagner comme il faudrait les entreprises. Donc sur les exemples qui ont pu être mis en œuvre de bon usage de ces appels d'offres, on a pu mutualiser en fait les investissements donc avec le secteur du marchandise et du voyageur. Ça, je pense que c'est quelque chose qui faut être mis en avant et qui peut être réitéré sur d'autres types de solutions. On l'a fait sur le GNV. Comme vous le disiez, le GNV, ça ne fait plus partie des véhicules à faible émission, donc énergie propre. Donc on peut aussi s'orienter sur peut-être plus du bio-GNV. Et puis demain, sur de l'hydrogène, voilà, mutualiser les deux différents secteurs sur cette solution. Et bien sûr, adapter les usages donc, au territoire et également donc, au type de service. Donc, pour nous, le transport de voyageurs,
on envisage plutôt d'orienter tout ce qui est zéro émission, donc sur les périmètres urbains et périurbains, et puis sur les lignes plus secondaires ou scolaires, rester pour l'instant donc sur des biocarburants et du rétrofit. On a du rétrofit hydrogène qui arrive aussi. Ça peut être intéressant de mener des expérimentations là-dessus. Les entreprises sont très ouvertes à ce type d'expérimentation et vous accompagneront pour les mettre en œuvre. Et puis sur des lignes plus longue distance, voilà, réfléchir bien à mettre des solutions qui sont pertinentes en termes d'autonomie. Donc aujourd'hui, on a des biocarburants qui peuvent répondre à ce type d'usage. Demain, ce sera l'hydrogène. Et voilà, en tout cas, les entreprises sont prêtes à répondre aux attentes des politiques tant que les politiques sont bien claires et définies et qu'elles restent stables. Merci. On est sur des formats très très courts de table ronde, des formats de 20 minutes. C'est vraiment vous livrez des pistes pour travailler cet après-midi. On a déjà empiété de 10 minutes sur la table ronde suivante. Donc j'ai un peu le cœur gros, mais je dois vous dire qu'on doit terminer. Juste un point, je pense, qui était important pour le travail aussi de l'après-midi. Oui, très court. 30 secondes. 30 secondes. On a parlé beaucoup des zones urbaines, périurbaines ou les zones métropolitaines. Je pense qu'il faut aussi, dans le transport de voyageurs, penser aux non-urbains. Et par exemple, nous, on a conduit un certain nombre d'études et de démonstrations autour de ça et qui montrent la pertinence d'autres modes qui permettraient de permettre aux personnes âgées, aux jeunes, etc., à pouvoir accéder à des services. Voilà, c'était juste. Claude Fauché, 30 secondes. Et simplement rappeler que la métropole travaille aussi sur le transport de marchandises, avec d'une part un schéma de la logistique qui a été adopté en octobre 2022, et avec des études en cours sur un service de proximité de fret ferroviaire, et que par rapport à ce qui a été dit, nous avons certes la plateforme de Miramas pour lequel plus de 20 millions d'euros sont en cours d'investissement, avec notamment un financement aussi de la métropole. Le chantier TOP. Il y a également le chantier TOP, et nous avons des propositions dans le cadre notamment du contrat de plan État-région d'un chantier de transport combiné à cheval sur les communes de Fos et d'Arles au niveau du port ouest du grand port maritime de Marseille. Et que là aussi, la métropole travaille donc sur le développement du fret ferroviaire, sachant que nous avons la seule régie de France qui a une licence d'opérateur ferroviaire sur le réseau ferré national, et que dans le cadre de la réorganisation de l'ensemble de nos outils, nous n'aurons plus qu'au 1er janvier qu'un seul opérateur in-house, le groupe RTM, qui opérera donc l'ensemble des services in-house que nous opérions jusque-là avec 3 opérateurs Façoneo, RTM et RDT, et que nous avons également réorganisé, on va dire, sur le reste du territoire les concessions de nos opérateurs, on va dire, privés, et que cet équilibre-là entre la gestion in-house et je dirais, la gestion déléguée n'a pas vocation à évoluer dans la durée. On gardera bien les 2 modes de gestion, le in-house et le gestion déléguée, parce que, comme cela a été dit, nos différents opérateurs participent aussi de l'innovation et on compte sur eux pour nous aider dans ces transition énergétique, transition digitale. Et transition de la table ronde, puisque nous allons parler du transport de marchandises. On vous applaudit. Jean-Claude Fauché, Marine Bernard et Jean-Paul Mizzi. J'invite